bonsoir à tous. Bienvenue à notre dernier webinaire sur les troubles du comportement cette année, qui a comme titre Les comportements défis chez les personnes avec TSA et déficience intellectuelle en situation complexe, de la gestion de crise au bon lien. J'ai l'honneur d'accueillir aussi l'équipe de l'OCIDATU, donc avec Dr Jenny Telly, Myriam Hamdi, psychomotricienne, Alison Arbouche, psychologue, et Philippia Delou, psychologue. Bonsoir à tout le monde. Je commence ces webinaires qui complètent la série des webinaires du CRAIF en parlant justement des situations complexes. Je commence avec une définition. Cette définition, je vais la décliner avec trois niveaux différents en disant tout d'abord qu'au niveau macroscopique, pour les personnes qui sont dans l'accompagnement, donc les aidants et les professionnels qui accompagnent les personnes en situation complexe avec autisme, on rencontre avec l'impasse dans l'amélioration et dans l'adaptation de la prise en charge de ces personnes. Et cela est une situation d'impasse qui est dite surtout résistante aux différents niveaux d'intervention thérapeutique. Et après, ce qui est aussi montré au niveau toujours macroscopique et remarqué par les personnes qui accompagnent la personne avec en situation complexe, est que les parcours des soins est fait avec des retards, des exclusions, des fluctuations, des prises en charge très partielles ou parfois une absence totale de rééducation. Au niveau sociétal, je définis trois cases d'offres de soins. J'utilise le terme case parce que souvent les situations complexes ont été appelées situations incasables. Donc vous voyez qu'il y a trois niveaux qui ne correspondent pas aux besoins des personnes en situation complexe. Et surtout ces trois niveaux de soins, que ce soit l'hôpital, les établissements médico-sociaux ou les aides à domicile, il y a un tel manque d'articulation entre ces trois niveaux que parfois la personne est en situation complexe juste parce qu'il y a un manque d'articulation et de communication entre ces trois niveaux. Et après, au troisième niveau, nous avons au niveau de la recherche, la recherche SCATED, situation complexe en autisme et troubles d'envahissement du développement, dont les investigateurs principaux sont Jean-Yves Barrière et Claudine Laurent. Cette recherche qui a démarré en 2017 portait sur l'analyse et la caractérisation du parcours de vie et des soins des situations complexes. Il y a eu une analyse qui a porté vers trois points qui sont essentiels dans la définition des situations complexes. Tout d'abord, l'intrication entre la sévérité des différents problèmes, que ce soit au niveau somatique, développemental et psychiatrique. L'absence d'une analyse pluridisciplinaire des besoins de la personne, c'est-à-dire qu'il y avait un réel manque de communication entre les différents intervenants sur une situation. Et après, au niveau du territoire, il y avait là aussi une impasse parce que les projets qui auraient été adaptés pour la personne ne pouvaient pas se réaliser dans un territoire déterminé. Je continue en vous parlant de l'USIDATU. Donc, l'USIDATU, c'est un acronyme assez long, Unité sanitaire interdépartementale d'accueil temporaire d'urgence. L'USIDATU est une unité sanitaire qui a été créée en 2012 suite à un appel d'offres de la ARS Île-de-France. Cette unité répond à des besoins bien spécifiques parce qu'elle a été créée et implantée à la Petite-Salpêtrière dans les services du professeur Cohen en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour répondre aux besoins des personnes avec TSA, avec comportement défi, qui nécessitaient d'une unité qui puisse leur offrir des soins spécialisés et pluridisciplinaires. Et quand je dis pluridisciplinaire, c'est parce que notre unité est composée par un axe médical et paramédical assez classique, mais aussi par un axe psychoéducatif assez robuste pour l'accompagnement de ces personnes. Et après, il y avait aussi l'axe somatique qui devait être pris en compte. Et donc, il fallait créer une unité où il y avait des mises en confiance et des adaptations spécifiques pour aider aux investigations somatiques. Pour déterminer les indications sanitaires, les personnes qui peuvent bénéficier d'une hospitalisation aux études, c'est des personnes avec TSA et comportement défi sévères et résistants aux différentes interventions des soins. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont déjà expérimenté et bénéficié de certaines rééducations et de certaines interventions thérapeutiques, et malgré cela, les comportements des filles restent d'actualité. Et actuellement, nous avons aussi un hôpital des jours qui permet un accompagnement robuste pour obtenir et effectuer des soins somatiques chez des personnes avec comportement des filles résistants.
Je vais vous indiquer dans la flèche notre réseau des situations complexes, notre dispositif est désormais assez vaste, assez étendu, qui est fait par les unités mobiles interdépartementales qui ont été créées en 2009, l'USIDATU qui a été créée en 2012, les unités renforcées d'accueil temporaire en 2021 et actuellement il y a le déploiement à fur et à mesure pratiquement des unités résidentielles pour les personnes avec TCA en situation hyper complexe. Dans cette diapo, je vous illustre les différents axes d'évaluation et intervention à l'USIDATUB. Nous avons quatre axes d'évaluation qui portent sur les problèmes somatiques, congénitaux, cumulatifs, iatrogéniques et lésionnels. Sous ces termes, je vais revenir après avec une diapo spécifique. Sous les comorbidités psy, cet axe d'évaluation est partagé aussi avec les événements de vie. On peut les mettre ensemble parce que dans les comorbidités psychiatriques, au-delà de l'accumulation d'autres problèmes au niveau des troubles du neurodéveloppement, il y a aussi les vulnérabilités qui sont spécifiques à des facteurs environnementaux et donc réactionnels, mais aussi des vulnérabilités qui sont propres à des phases du développement où certains troubles psychiatriques peuvent plus facilement apparaître. Mais je les mets en lien avec les événements de vie parce que les personnes avec autisme et déficience intellectuelle ont des niveaux d'adaptation qui peuvent être mis à mal par des événements de vie qui peuvent être positifs ou négatifs, par les changements, mais aussi par d'autres événements de vie plus traumatiques comme les abus et la maltraitance. Et après, il y a la caractérisation du profil développemental que mes collègues vont aussi vous illustrer au niveau sensoriel, des interactions, de la communication, des fonctions exécutives, de la socialisation et aussi des vrais loisirs et des vraies envies. Moi, je tiens toujours à aborder les profils développementaux comme quelque chose qui n'est pas juste un déficit, un manque, une difficulté, mais aussi comme un axe où justement nous pouvons apporter des réponses pour améliorer les différents axes du développement. De manière conséquente aux évaluations, il y a des diagnostics qui sont posés, des diagnostics qui sont ciblés et qui doivent correspondre à des traitements et des protocoles. Ça va de soi que s'il y a des traitements et des protocoles, il y a aussi un suivi. Il faut aussi imaginer que pour chaque axe des diagnostics, il y a forcément des suivis qui se mettent en place, mais aussi des ajustements qui sont spécifiques à la personne avec autisme. Typiquement, au niveau thérapeutique, l'axe de la iatrogénie, c'est assez important où on doit éviter la polymédication et des problèmes qui peuvent être causés par les médicaments. Je passe aux interventions thérapeutiques transversales parce que du moment qu'on arrive à bien cibler différents diagnostics et la caractérisation du profil, nous pouvons mettre en place des dispositifs adaptés pour la communication, la motricité, la socialisation et les loisirs, mais surtout, nous pouvons aussi apporter une réflexion plus large, plus globale sur tous les aménagements sensoriels et aussi pour les aménagements au niveau environnemental pour rendre les niveaux d'adaptation de la personne plus faciles dans son environnement. Et finalement, il y a aussi l'axe avec la famille et les professionnels, les aidants qui travaillent avec la personne avec autisme. Et là, c'est surtout une restitution sur les niveaux de développement et les vraies attentes sur les projets des soins de la personne avec autisme en situation complexe. Je continue avec les quatre axes de la prise en charge somatique. Il y a la dimension étiologique. La dimension étiologique porte sur la recherche de la cause de l'autisme et de la déficience intellectuelle. Cette recherche est importante pour déjà, trouver un syndrome génétique ou une cause génétique, parce que parfois certains profils génétiques ont aussi des profils comportementaux qui peuvent être décrits et décryptés et qui peuvent apporter de l'aide pour la prise en charge, mais aussi parce que dans certaines situations génétiques, on a aussi des recommandations au niveau du traitement, de la prise en charge et de la rééducation. Au niveau des troubles associés, il faut imaginer que quand on dit troubles associés, on dit des pathologies cumulatives qui vont mettre à mal les niveaux d'adaptation de la personne qui ne peut pas exprimer l'inconfort, la gêne ou simplement l'anxiété qu'il peut ressentir face à des pathologies qui s'ajoutent, comme ça peut être pour l'épilepsie, pour des déficits sensoriels, mais aussi pour des choses plus banales comme une démangeaison, de l'atopie ou des problèmes ORL. Le troisième axe, la douleur, parfois c'est un axe qui est central. Mais à cet axe, il faut imaginer que les personnes avec autisme peuvent aussi ressentir que pas juste la douleur, mais aussi un inconfort, une gêne pour des choses qui sont bénignes, qui peuvent être facilement soignées,
mais qui manquent souvent de lieux où ils peuvent atterrir pour se faire soigner. Et dans les situations les plus graves, il y a aussi des questions lésionnelles où des patients qui sont très auto-agressifs ont eu des lésions qui sont après difficilement soignables par la suite. Et après, je reviens au quatrième axe qui est la iatrogénie. Donc la iatrogénie, c'est les effets indésirables dus au traitement. Souvent, chez la personne avec autisme, certains effets indésirables ne sont pas du tout remarqués ou ils sont confondus. C'est-à-dire qu'un effet indésirable est pris en compte comme un trouble du comportement. Et c'est très important d'arriver à bien raffiner, à faire la différence entre un effet indésirable qui peut être d'allure d'une acathésie, d'une dyskinésie ou de l'irritabilité ou d'autres qui sont plutôt d'allure sur des mouvements involontaires et un des travaux que nous essayons de mener à l'utilisateur est aussi de réduire la polymédication et d'avoir des ordonnances plus ciblées. Juste pour vous montrer qu'en littérature, on n'est pas les seuls à chercher de définir les comportements qui peuvent évoquer une gêne ou une douleur au niveau gastro-intestinal. Ce tableau montre au niveau des comportements vocaux et des comportements moteurs et aussi des changements globaux quels signes sont d'alerte pour dire qu'un patient peut avoir mal au ventre. Et dans mon expérience, je peux dire qu'au moins sur les comportements moteurs, en littérature, on est tous assez d'accord que les différents facteurs qui sont listés et décrits dans ce tableau sont retrouvés chez les personnes qui ont une constipation ou une gastrite. D'autres tableaux pour vous montrer un peu la caractérisation clinique de nos patients lucidatu qui viennent pour des problèmes somatiques. Bon. Dans ces tableaux, tout d'abord, je voulais montrer qu'il y a presque 50% des patients qui arrivent à lucidatu qui n'ont pas de prise en charge à l'établissement médico-social. Et ce phénomène est plus répandu chez l'enfant. Après, vous voyez bien, si je continue dans les tableaux, que les comorbidités somatiques sont présentes dans les 88% de nos patients hospitalisés. Donc, c'est quand même un taux de prévalence assez important. Et à suivre, vous avez les comorbidités les plus fréquentes, qui sont l'épilepsie. Et vous voyez bien qu'il y a une différence assez significative dans la prévalence de l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant à faveur de l'adulte. Donc, nous avons tendance à poser et à retrouver des diagnostics d'épilepsie plus fréquemment chez la personne adulte avec troubles du comportement. Et à suivre, vous avez les problèmes gastro, à type de constipation, gastrite et reflux gastro-œsophagien. Et après, un peu comme je vous ai dit, des choses plus simples, plus banales, plus classiques, comme les problèmes ORL, typiquement les otites, les sinusites ou les problèmes des dents, des rétablissements bucco-dentaires, qui peuvent sembler des problèmes simples, mais qui en réalité, quand ils ne sont pas suivis et pas soignés, sont en réalité une source d'apparition des comportements des filles. Sur ces tableaux, je vais juste montrer la ligne qui concerne les femmes, donc sur les troubles gynécologiques. Vous voyez bien que sur notre population féminine, presque la moitié de nos patientes ont des problèmes gynéco. Et si je prends les créneaux à l'adolescence et à l'enfance, cette prévalence est encore plus importante. Donc, d'ici, le message est assez clair, qu'on quoi, à partir d'un certain âge, je dirais 9-10 ans, ces personnes qui ont de l'autisme et qui présentent des comportements défis, il est toujours intéressant qu'elles soient suivies en gynécologie. Et je termine avec cette diapo avant de laisser la parole à mes collègues et collaboratrices pour vous donner un peu l'idée de notre population hospitalisée à l'UGDATU, parce que je pense que c'est important d'avoir l'image de la population que nous rencontrons, que nous accompagnons tous les jours. Donc, tout d'abord, il s'agit d'une population qui présente dans les 23% des cas une déficience intellectuelle modérée et les restants 2 tiers des patients ont une déficience intellectuelle sévère et profonde. Cela s'est traduit dans une situation de communication où 30% de nos patients ont que des mots-phrases comme langage fonctionnel et il s'accompagne encore d'une communication non verbale. Les restants 70% de nos patients ont une communication non verbale exclusive et c'est important de vous faire remarquer qu'il y en a quand même un pourcentage important de 17% qui n'ont pas accès ni à la communication par objet ni par image, mais qui utilisent encore les autres personnes pour faire des demandes. Et après, de manière rétrospective, nous avons caractérisé
des facteurs causaux qui pourraient expliquer l'apparition des comportements des filles. C'est une description rétrospective et surtout, il faut imaginer que dans ces pourcentages, un facteur n'exclut pas l'autre. Donc, vous voyez, il y a 33% des comorbidités psychiatriques qui sont à l'origine de certains comportements des filles, un 30% des comorbidités organiques, donc somatiques, 20% qui est lié à la communication déviante, c'est-à-dire à l'utilisation des comportements des filles pour communiquer une demande ou pour éviter ou pour obtenir quelque chose. Là, je le dis de manière peut-être un peu simplifiée et caricaturale. Et après, un 13% où l'apparition et le maintien des troubles est plutôt lié à des troubles de l'intégration sensorimotrice. Et donc, en évoquant les troubles de l'intégration sensorimotrice, je laisse la parole à Myriam. Dans cette partie de psychomotricité, je vais présenter les troubles du traitement de l'information sensorielle et troubles sensorimoteurs. Donc, en quoi ils peuvent être la conséquence d'un comportement des filles et comment on peut les faire évoluer dans la gestion du bon lien. Alors, tout d'abord, la sensorimotricité, donc la définition la plus simple qu'on peut trouver, c'est la capacité du système nerveux à produire des mouvements sur la base d'informations provenant de nos sens. Sur ce schéma, on peut vraiment voir que c'est la base de tout développement psychomoteur. C'est le traitement sensoriel qui guide nos actions dans l'environnement. C'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. C'est grâce à un couplage perception-action. Donc, il y a une sensation, c'est l'activation du système sensoriel qui permet ensuite une perception, donc c'est-à-dire un traitement, une interprétation de cette information, qui va ensuite donner une action grâce à des feedbacks sur ce traitement sensoriel. Le premier à avoir parlé de la sensorimotricité, c'est Piaget, sur une période de 0 à 2 ans, dans le développement de l'enfant. Ensuite, ça a été notamment Bullinger, qui a beaucoup parlé d'une approche sensorimotrice et qui explique notamment les comportements autistiques et du jeune enfant grâce à cette approche. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est une co-construction avec l'environnement et avec le milieu humain. L'origine des troubles sensorimoteurs, c'est le traitement de l'information sensorielle et surtout leur coordination, donc la comodalité, comme on appelle ça. Sans ces deux conditions, donc traitement et coordination, la personne peut rencontrer des difficultés dites sensorimotrices et qui entraînent des perturbations sur les trois bases du comportement. La base de la personne, c'est-à-dire au niveau biologique, au niveau de l'environnement physique et au niveau des interactions avec le milieu humain. Donc, physiologique, on va avoir des problèmes de régulation tonique. Avec le milieu humain, des difficultés au niveau relationnel et du comportement. Et au niveau de l'environnement physique, dans l'organisation spatiale. Parce que l'organisation spatiale, c'est une construction grâce au traitement de l'information sensorielle. Les trois principaux troubles de l'information sensorielle, déjà, qu'est-ce qu'un trouble du traitement de l'information sensorielle? C'est un trouble d'organisation des stimuli qui entraîne une incapacité à produire une réponse adaptée qui en résulte à des problèmes dans la routine de tous les jours et dans les activités. Donc, ça reprend la définition du handicap qui empêche les activités du quotidien. La dernière définition, c'est Lane. Avant, on parlait surtout de troubles de l'intégration sensorielle. Et ces trois grandes familles, donc de modulation sensorielle, de discrimination sensorielle, qui touchent surtout le traitement de l'information sensorielle. Et ensuite, on pourrait dire que c'est un peu la conséquence d'un mauvais traitement de l'information sensorielle. On va avoir des troubles au niveau sensorimoteur. Donc, le traitement de l'information sensorielle, c'est un processus par lequel le cerveau reçoit un message par le biais des sens et le transforme en réponse adaptée. Donc, pour avoir une réponse adaptée, ça dépend des deux mécanismes qui sont la modulation et la discrimination. Donc, on a un stimuli sensoriel qui nous arrive. Tout d'abord, le premier mécanisme, c'est celui de la modulation. C'est la capacité du système nerveux à réguler l'intensité des réponses en fonction du stimuli. Donc, comme son nom l'indique, il a vraiment un travail de modulateur où il va adapter l'organisme aux circonstances. Donc, comment? En retenant tout d'abord les stimuli importants, en filtrant les stimuli et en gérant les comodalités. Donc, pour donner un exemple, je suis en cours et le prof est en train de parler. Je ne m'intéresse pas au bruit du rétroprojecteur ou à la lumière qui est dans le couloir. Je filtre les stimuli non importants et je me concentre sur la parole de mon professeur. Et la modulation, il module aussi l'éveil et l'état de vigilance. Parce qu'effectivement, s'il y a un ours qui arrive très vite, je vais courir, je module aux circonstances.
Voilà, et du coup, grâce à cette modulation, on va avoir une réponse et une adaptation à la fois sociale, émotionnelle et comportementale. La modulation et la réponse surtout, elle dépend à la fois de l'habituation. Donc, je reconnais, c'est un stimuli répété, familier, et il y a même une boucle dite sensorimotrice qui s'est créée. Je connais ce stimuli, je sais comment y réagir, aucun problème. Ou alors, il y a une sensibilisation, c'est-à-dire que ce stimuli, il est reconnu comme nouveau, intense, important ou même dangereux. Et donc, forcément, la réponse et l'adaptation va être beaucoup moins facile et qui peut arriver à des comportements défis. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de discrimination qui permet vraiment de distinguer les différents stimuli et d'interpréter leurs caractéristiques, c'est-à-dire la modalité. Est-ce que c'est le tactile, l'olfactif, le gustatif, l'ouïe, le proprioceptif, etc. De quelle intensité il est. Donc ça, c'est vraiment une donnée très objective et on verra un peu plus tard. Et la durée, il y a la durée réelle, absolue du stimuli et la durée ressentie. Donc c'est-à-dire après le stimuli, pendant combien de temps après ce temps A, je le ressens. Et cette notion de durée, elle est vraiment intéressante et importante pour tout ce qui est surstimulation. Parce que si on va rajouter des stimulations supplémentaires alors que l'ancien stimuli est encore ressenti, c'est là qu'il y a un risque de surstimulation. Donc c'est un petit schéma pour expliquer que il y a le stimuli. La première, c'est vraiment question de la modulation et de la discrimination jusqu'à une réaction. Donc, il y a quand même pas mal d'étapes avant qu'on arrive à une réponse adaptée ou inadaptée en fonction de si la modulation ou la discrimination ne s'est pas bien passée. Je reviens sur l'habituation et la sensibilisation pour vraiment expliquer comment la coordination et l'interaction entre les deux est vraiment primordiale et importante. Il faut vraiment un bon équilibre entre les deux et c'est pour ça que je reprends la citation de Dunn qui dit que l'habituation permet à un enfant de ne pas porter attention à la sensation de ses vêtements sur la peau, tandis que la sensibilisation est nécessaire pour maintenir un état de vigilance adéquat pour interagir avec son environnement. Donc il y a vraiment besoin quand même de cet équilibre pour vivre correctement et interagir avec son environnement. Dunn a créé une échelle, un profil sensoriel qu'on utilise beaucoup et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il crée 4 patterns de traitement, 4 profils qu'on va essayer d'identifier surtout nous à l'USIDATU. Donc déjà, il y a les profils entre les seuils neurologiques. Donc on va parler d'hyposensibilité s'il y a un seuil élevé de réactivité. Donc c'est-à-dire que pour le moindre stimuli, ça va activer le système sensoriel concerné. Ou alors, totalement au contraire, on va avoir une hypersensibilité en cas d'un seuil bas. Donc c'est-à-dire qu'il faut besoin d'un fort stimuli sensoriel pour activer le système. Ce qui est vraiment pertinent, c'est de comprendre aussi le continuum d'autorégulation qui est fait à côté, avec soit plutôt une autorégulation dite passive, c'est-à-dire qui laisse les expériences se produire et potentiellement agit après coup, ou alors un profil plutôt actif dans lequel va y avoir une tentative de contrôle. Pour exemple, passif, c'est être au cinéma et ne pas pouvoir gérer la luminosité, ne pas pouvoir changer de film s'il ne nous plaît pas. Alors que actif, je suis devant ma télé et je peux changer de film s'il ne me plaît pas et même changer de fauteuil si je le trouve pas confortable. Ensuite, donc, il y a 4 profils qui sont définis en fonction de s'il y a une hyper, une hypo et si on est plutôt sur un profil passif ou actif. Donc, il y a le plus évident, c'est entre guillemets celui de recherche. C'est la personne qui va être en activité et qui va créer des réactions pour atteindre le seuil élevé. Donc ça va être celui qui saute tout le temps pour rechercher des stimulations vestibulaires. Au contraire, on a donc le spectateur, c'est-à-dire que le seuil est élevé, donc je vais rester et ne absolument pas bouger pour activer ce seuil. Ensuite, plutôt dans l'hypersensibilité, on a le profil évitant qui va se mettre à distance, qui va éviter comme un peu le spectateur pour ne pas atteindre le seuil, mais du coup qui va se mettre beaucoup plus en retrait. Et le sensible, ça va vraiment être les crises, comme on les appelle, où le seuil a été franchi. Et là, on va avoir une réaction vive de la part de la personne. Grâce à ces profils, on va pouvoir mettre une méthode d'intervention en place qui a été appelée échelle de haute performance, avec 5 principales interventions qui va arriver jusqu'à un objectif de comportement adapté.
Donc, élaborer, c'est faire dans le but de, donc on veut qu'il y ait une tâche qui soit acquise. Adapter, donc adapter le contexte, la tâche, faciliter. Modifier, ça va être modifier le contexte sans changer l'objectif. Prévenir, ça va être planifier une séquence d'action pour arriver à un objectif. Et créer, c'est introduire de nouvelles tâches. Ça veut dire qu'on va arriver vraiment dans un objectif de performance. Je vais continuer, hop, juste pour répondre par rapport à ce que Dr Gianitelli avait parlé. Dr Gianitelli a abordé un peu la composante psychiatrique et médicale purement corporelle, on va dire. Et Myriam vous a parlé un peu de ce qu'on avait dit, enfin, les profils développementaux de chaque patient, en faisant référence plutôt sur le profil sensoriel. Moi, je vais vous parler vraiment très rapidement de la communication, parce que ça fait partie du développement, mais a priori, c'est un sujet qui a été déjà abordé au précédent webinaire, donc on va pas tarder beaucoup. Donc, concernant les contextes d'apparition de comportements de défi à l'usage d'adulte, comme hier, j'imagine, c'est une expression pour exprimer la douleur, expression d'un refus, d'une demande, et ainsi que de l'anxiété. Juste pour l'anxiété, deux choses. On parle de l'anxiété, voilà, autistique, on va dire. Mais dans ces contextes d'hospitalisation, souvent, nous, on a des patients que, vu, par exemple, les problèmes d'épilepsie, il y a des anxiétés qui sont quand même liées à des troubles somatiques. Donc, comme un peu partout, il y a un travail autour de la structuration de la journée du patient, la structuration de l'activité et le travail sur un peu l'amélioration de compétences communicationnelles du patient. Mais les deux choses qu'on voulait juste insister un peu plus, nous, dans un premier temps, on va travailler sur la communication réceptive. La communication, l'interaction, même une communication déviante, ça reste une diade. C'est pas que les compétences du patient, c'est aussi comment, enfin, nous, on transmet un message au niveau de notre communication, souvent verbale ou non verbale, et comment ce message a été reçu par les patients. Parce qu'il faut avoir en tête que la communication déviante, quand même, c'est un comportement. Si quelqu'un s'étape, c'est parce qu'a priori, dans la trajectoire développementale, il y avait un moment quand même que ce comportement a été renforcé. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a la réapparition. Donc, comment on peut modifier? Donc, comme docteur a expliqué, nous, quand même, on reçoit des patients avec des profils assez particuliers, avec une déficience intellectuelle sévère, profonde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez beaucoup parlé de l'utilisation du PEX, la structuration du temps, etc. Malheureusement, pour nos patients, souvent, il y a des moyens qu'on ne peut pas forcément mettre en place directement. Ils arrivent dans une phase aiguë. L'objectif, c'est de maintenir les liens, comprendre la communication. Donc, dans un premier temps, on va passer par une évaluation du profil communicationnel et on peut se mettre par commencer par une communication qui passe par objet, etc. Parce que l'objectif, déjà, c'est de rester en lien, comprendre notre patient, répondre à ses demandes pour petit à petit, quand ça va mieux au niveau psychosomatique, etc., continuer à travailler. Donc, juste pour dire que la structuration, OK, il y a l'emploi du temps, il y a les images, les photos, etc. Mais c'est là où ça demande un peu de créativité de chez nous pour travailler sur la structuration qui passe par des activités ou des rituels pour assurer aussi travailler sur l'anxiété des patients qui peuvent avoir des profils un peu plus faibles. On parle des troubles du comportement. Il faut avoir en tête, je vous ai parlé de la communication réceptive et la diade. Dans une situation de pré-crise où un patient il commence à être anxieux, il peut pas l'exprimer, etc., la manière avec laquelle nous, déjà, on va répondre au niveau non verbal, ça joue beaucoup un rôle pour désamorcer peut-être une petite crise. Vous voyez, si moi, ma collègue Alison ici, elle commence à s'inquiéter, elle ne peut pas l'exprimer et peut-être je l'approche. On avait vu profil sensoriel, elle n'est pas à l'aise, je diminue la distance, etc. Ça peut déclencher aussi une crise. Peut-être, selon le profil d'Alison, c'est beaucoup mieux de signifier genre Alison calme, sans forcément parler, etc., etc. Donc c'est un travail un peu d'analyse qu'on fait pour qu'on puisse s'adapter. Donc, on a fini un peu concernant la composante individuelle sur le travail par rapport aux patients. Il est important aussi de se rappeler qu'on peut être face à une perte de chance par rapport à plusieurs facteurs. Donc, ça peut être par rapport à un manque de coopération et de compréhension du côté institutionnel ou familial, par rapport à des incertitudes qu'on peut avoir sur la balance bénéfice-risque en fonction des traitements, et surtout face aux situations cliniques qui sont non adaptées. Donc ça peut engendrer une perte de créativité au niveau des professionnels, mais aussi une perte de dignité pour les patients, les aidants et les professionnels. Et donc avec tout ça, moi je vais vous parler du lien.
la question du lien, en commençant par la cohérence d'équipe. À l'USIDATU, il faut savoir que chaque lundi, on a des réunions de synthèse où on va aborder l'état global du patient en reprenant les week-ends, ce qui s'est passé, la semaine, du côté environnemental, comportemental et médical. On fait un point en équipe pluridisciplinaire. On reprend toutes les prises en charge qui vont avoir lieu dans la semaine pour avoir une organisation globale. Après ça, chaque mardi aussi, on a une réunion du coup psychoéducative où là, on va mettre au point les protocoles en fonction du coup des patients avec toute l'organisation à la semaine aussi des sorties possibles et des protocoles et des accompagnements du coup qui vont être rediscutés à chaque évolution s'il y a des améliorations ou des régressions. On a aussi des transmissions du coup inter-équipe. À chaque changement d'équipe, toutes les équipes peuvent se faire passer du coup les informations concernant les patients. Donc chaque personne de l'unité a en tête les journées, les nuits et surtout les prises en charge adaptées à chaque patient. Après ça, on a aussi des PAI, donc c'est des projets d'accompagnement individualisés, où là, on se réunit pour parler du patient concerné. Et à ce moment-là, donc on va noter les motifs d'hospitalisation, les troubles du comportement connus et observés pendant l'hospitalisation, toutes les évaluations psychoéducatives qu'on va pouvoir faire et l'orientation qui sera pensée à ce moment-là. Ensuite, créer un lien avec le patient. Donc, lors de l'admission, on reçoit la famille, en général, c'est les parents. Le patient, à ce moment-là, lui, il monte directement en salle d'hospitalisation où il est accueilli par les soignants. Nous, on va retracer avec les familles tout leur vécu. On va pouvoir mettre en place des références. Donc, on a pour chaque patient une référente psychologue, une référence psychomotricienne et un ou une référente éducatrice, éducateur. Dès qu'on a retracé toute l'histoire du patient au niveau somatique, au niveau psychologique, les structures précédentes aussi, toute son histoire de vie, on va pouvoir mettre en place une fiche d'accompagnement pour connaître au mieux en amont ce que le patient apprécie ou non et ce qui va nous permettre de commencer à mettre en place donc des prises en charge adaptées au bon fonctionnement du patient. Après cette réunion, on passe de suite du coup à la découverte du patient sur le terrain. Donc ça prend pas mal de temps, on a beaucoup d'observations afin de réussir à créer un lien avec lui. L'équipe de salle, elle joue un rôle majeur pour nous rapporter tout ce qui se passe au quotidien du patient et au niveau de son fonctionnement. On a affaire à donc toutes ces habitudes du quotidien et ainsi, donc il y a un pairing qui va pouvoir se mettre en place. Et on va pouvoir parler du coup d'accompagnement spécifique en fonction du bon fonctionnement du patient. Et après, évidemment, il est primordial de pouvoir maintenir le lien avec le patient. Et pour ça, donc, on met en place des prises en charge qui sont variées et qui répondent du coup aux besoins de chaque patient. Par exemple, on a une patiente qui, dans son ancienne structure en amont, allait souvent à la piscine et par trouble du comportement qui perdurait, la prise en charge a dû s'arrêter. Donc nous, après plusieurs discussions, après plusieurs réunions donc de synthèse et en réunion psychoéducative, on a pu en rediscuter avec un traitement qui a pu un minimum être adapté et la stabiliser. On a donc repris ces prises en charge avec l'équipe de l'USIDATU. Donc elle y va une fois par semaine avec 2 accompagnateurs. Elle y reste à peu près 45 minutes, 1h15. Donc, elle est ravie de pouvoir reprendre cette prise en charge. Quand on parle aussi, du coup, de maintenir un lien, ce qui est évident enfin, c'est une grande partie de notre travail en tout cas, c'est d'être disponible pour rencontrer, créer et garantir un lien s'il est déjà existant avec nos partenaires. Donc, c'est pour accompagner au mieux nos patients pendant et après leur hospitalisation. On peut réfléchir donc à leur orientation et envisager une sortie. Nous sommes en lien donc avec les structures où nos patients étaient en amont, ou alors, si ce n'est pas le cas et qu'il n'y avait pas de structure identifiée, grâce au travail qu'on fait avec l'UMI, on recherche une structure qui sera adaptée aux besoins et au fonctionnement de notre patient. Donc la question du lien, elle se pose tout autant aussi avec les familles. Nous mettons en place des entretiens avec eux toutes les 2 semaines pour faire un point sur l'état global actuel de leur enfant et aussi futur en parlant d'orientation possible. On a aussi 3 types de visites. Donc on a les visites médiatisées. À partir de là, on met en place du coup un suivi avec certains objectifs, certaines problématiques que les parents peuvent rencontrer dans leur quotidien ou à la maison. Par exemple, on avait donc une patiente où le père nous rapportait qu'il y avait beaucoup d'adhésivité et qu'il y avait de grandes violences envers lui, donc des troubles hétéro-agressifs. Donc chaque mardi, pendant plusieurs mois, on a fait des visites médiatisées avec ce père et son enfant, où on a travaillé donc la posture, l'adhésivité et les violences qui pouvaient avoir lieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, ça a pu diminuer au quotidien. Il y a beaucoup moins d'adhésivité.
Ce père nous racontait que même pour aller fumer une cigarette, l'espace de 3 minutes, c'était très compliqué et qu'aujourd'hui, il peut se le permettre. Certains troubles du comportement sont évidemment encore présents, mais ont aussi diminué. Donc, c'est aussi de là où on travaille ça. Et aujourd'hui, il continue à venir en visite, mais en autonomie, sans visite médiatisée. On a aussi, du coup, les visites surveillées. Là, on les met en place au niveau du coup de la demande aussi des parents parce qu'effectivement, ils ont le droit de garder un lien et de voir leur enfant. Mais suivant certaines situations, au niveau de la sécurité, que ce soit des parents ou des patients, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une salle qui est aménagée exprès pour les visites surveillées où les parents viennent en amont, on amène leur enfant, on les laisse s'installer, la porte est ouverte et nous, on est là en surveillance à l'extérieur pour agir s'il y a le moindre souci au niveau donc sécurité. Et on a aussi donc des visites à domicile, des VAD, où en général la question se pose si des permissions sont mises en place progressivement. Donc si on n'a pas encore essayé ou s'il n'y a pas eu de retour à la maison depuis un petit moment, on accompagne à domicile les parents s'il y a des questionnements, des stratégies à mettre en place pour l'accompagnement au quotidien. Et aussi, surtout, en fin d'hospitalisation, on peut être amené à en faire plusieurs s'il y a un retour à domicile, si la structure qui accueillera un patient est en externat ou en hôpital de jour. Donc, retour à domicile, nous, on va guider un petit peu ces familles-là. Pour cette dernière partie, au niveau du lien, on arrive au niveau de soutenir l'équipe. Donc, la cohésion d'équipe, elle est au cœur, pardon, de notre unité. On peut être amené à avoir certains désaccords au vu de nos réflexions cliniques, au vu des accompagnements qu'on peut mettre en place, mais c'est important de prendre soin de chacun au vu des situations complexes et sévères qu'on peut rencontrer à l'USIDATU. Pour cela, du coup, il y a des groupes d'analyse de la pratique qui sont mis en place chaque mois et qui sont ouverts à chaque personnel de l'USIDATU. Il y a aussi en place, du coup, des temps d'échange et d'écoute qui peuvent être formels ou informels. On essaie d'être au maximum présent pour être là au niveau des soignants, de tout personnel qui a des choses à partager. Après, on a aussi des ateliers donc relax soignants. Ça, c'est mis en place par les psychomotriciennes et ça permet d'être en petits groupes et d'avoir accès à un moment de détente et de relax qui est vraiment nécessaire dans notre clinique, enfin, dans notre unité en tout cas. Et ensuite, du coup, on a au niveau du partage de l'information, des réflexions. Donc, chaque soignant, chaque professionnel de l'USIDATU a son mot à dire et a des connaissances. Et donc, il peut venir et échanger avec nous sur des améliorations, sur des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Et on revoit tous en équipe. Et on a vraiment l'accent sur l'écoute de chacun et de la bienveillance. Je vais parler juste pour la dernière partie. Ma collègue vous a expliqué un peu au niveau, on va dire, systémique. Au niveau systémique, comment on a élaboré, comment on travaille les liens avec les patients dans son parcours, avec la famille, etc. Là, on va venir, on peut parler du maintien du lien au sein de notre unité, dans le sens, on avait parlé des troubles du comportement, on n'a pas beaucoup parlé, enfin, ça change un peu d'autres patients peut-être, ça peut être de troubles du comportement assez sévères. Donc, il y avait forcément, vous avez en parlé au dernier webinaire, j'ai repris la diapo, concernant le stress des professionnels. Nous, on est beaucoup, nos équipes, nous-mêmes, face à un stress un peu permanent, vu la gravité, la durée, la fréquence et la densité des troubles du comportement. Donc, on va vous présenter un peu brièvement les moyens, un peu la créativité que nous, on a essayé de mettre en place, on va dire, pour faire face à ces stress de manière un peu pratico-pratique. Et il y a, on va dire, trois choses à avoir en tête. Vous avez déjà parlé au webinaire précédent concernant l'importance d'une analyse fonctionnelle pour comprendre les comportements. Voilà, je ne vais pas revenir. Pareil pour nous. L'objectif, c'est d'élaborer des hypothèses, avoir des axes de travail, modifier les comportements. Là où ça change, et c'est Alison qui a expliqué aussi, c'est que nous, on essaye de donner quand même un rôle plus actif aux équipes pour qu'ils comprennent. On a des patients qui peuvent aller mal pendant plusieurs mois, etc. L'évolution, l'amélioration est lente et ça peut être difficile pour une équipe d'avoir ce stress de autoagressivité permanent. Quelqu'un qui est exposé 1 heure face aux troubles du comportement et quelqu'un qui vit ça 7 heures sur 7 pendant des mois et des mois, vous voyez, c'est un peu différent. Il y a un travail autour du langage commun, on va dire,
avec les formations, etc., vous avez parlé extinction, renforcement, etc. C'est des termes qu'a priori, on doit avoir en commun, parler la même langue pour qu'on puisse communiquer et travailler sur le même schéma pour les patients. Pour nous, ce qui est important, mais je vais le passer un peu vite, c'est l'objectif, par exemple, quand on va parler d'une crise des troubles, il y a des collègues qui ont déjà parlé de différents niveaux d'intervention, comportement stable, pré-crise, crise, post-crise. Ça, au niveau de définition, c'est facile à faire. Nous, on doit pour chaque patient avoir un langage commun. Là, mon patient, on estime tous qu'il est en pré-crise. Là, il est en crise. Je vais intervenir de telle manière, de telle manière. Donc, on élabore des protocoles et on a une cohérence au niveau de l'équipe. Et je viens sur la première colonne qui est la plus importante. Pour faire ce travail d'élaboration, il faut d'abord assurer un sentiment de sécurité pour les équipes et pour les patients. Donc, nous, on a petit à petit développé, on travaille toujours sur les équipements de protection pour les patients, pour les professionnels, ainsi qu'un peu l'architecture de nos locaux. L'usidatu au début, comme vous pouvez voir, bon, c'était jamais très beau, mais vous voyez des travaux pour assurer, protéger, tout ça, tout ça. L'usidatu, après j'étais pas là, je crois, mois, années, etc., vous voyez un peu la gravité des troubles. Forcément, il y a du stress. Forcément, il y a des moments un peu difficiles pour l'équipe. Les équipements de protection, pour nous, c'est une manière, vous voyez, de rester, maintenir les liens. Au moment où je sais que ma procédure d'un patient ne va pas déclencher des crises, il ne va pas être auto-agressif, je ne vais pas me faire mal, c'est ça aussi qui permet de continuer à travailler avec les patients. Je me sens à l'aise, je continue à être en lien avec mon patient. Donc, on a plusieurs équipements qu'on peut utiliser pour les patients et les professionnels. On peut aussi en parler par la suite, avec un objectif, quand les patients arrivent, il va mal. Donc, a priori, on peut mettre en place des équipements de protection, mais on continue à évaluer. Une fois qu'il y a une amélioration au niveau somatique, psychiatrique, etc., l'objectif, c'est de supprimer un moment. L'objectif, c'est pas qu'un patient va forcément partir avec un casque au moment où il va mieux. Donc, c'est un travail, on peut continuer de évaluation. Est-ce qu'il en a toujours besoin? Est-ce qu'il est en recherche de quelque chose au niveau sensoriel? Comment je peux lui donner une alternative, etc., etc. Ça, c'est en ce qui concerne la protection du corps du patient. Il y a quand même la question autour du matériel qu'on peut utiliser. Je vous donne un exemple, le paravent qu'on peut avoir à l'Isudatu, et je fais un petit schéma pour vous expliquer. Selon les niveaux d'intervention qu'on a parlé brièvement tout à l'heure, des exemples, les paravents à l'Isudatu, nous aujourd'hui, on peut l'utiliser dans une situation par exemple stable. Je vais travailler l'intégration d'un patient dans les groupes au niveau des repas. Je sais que c'est un patient qui est hyper vigilant, beaucoup anxieux. La mise en place d'un paravent, peut-être, ça va lui permettre petit à petit de participer avec les groupes et progressivement, une fois qu'il y a une désensibilisation, une habituation sur la situation, peut-être on n'aura plus besoin. Pareil, de la même façon, pour une gestion de pré-crise, j'ai un patient qui est à la recherche d'attention sociale. Il va faire une mise au sol, au milieu du couloir. Vous avez vu, on n'a pas vraiment beaucoup d'espace. Forcément, là, si moi je m'approche du patient, j'essaye de le bouger, etc., vous voyez, l'extinction, c'est pas si facile à faire au milieu du couloir. Et en plus, enfin, si je m'approche, etc., on peut avoir une escalade comportementale. Nous, on peut utiliser les paravents dans quel objectif? Effectuer une extinction. Pour les patients, il n'y a plus aucun regard, aucun adulte autour, etc., etc. Souvent, ça peut être quelque chose qui peut marcher. Et dans une gestion des crises, parce qu'on peut être obligé d'intervenir de manière physique pour certains patients, quand même il y a les autres patients, c'est un outil que nous, on utilise pour diminuer l'anxiété que ça peut déclencher chez les autres patients. On coupe au niveau visuel, on diminue les éléments qui peuvent faire un effet domino par rapport aux autres patients. C'était juste pour vous expliquer un exemple d'un outil qu'on peut avoir dans l'environnement, comme ça, on évite voilà, la nouveauté. C'est pas au moment des crises où on va introduire un nouvel objet, mais aussi qu'on peut utiliser de différentes manières. Je vais parler aussi, on a un collègue qui nous a parlé de l'utilisation des ballons ITCA, comme vous pouvez voir aux photos, que nous, on a adopté à l'Isudatu. Ça fait partie de notre environnement, des outils qu'on utilise, que comme pour les paravents, je vais vous expliquer un peu comment on peut les utiliser. Donc, de la même façon, vous voyez, le même objet,
il peut avoir une fonction de protection, une fonction de création et maintien de lien et une fonction ludique. Dans ces situations stables, par exemple, on a décrit de profils développementaux très, très faibles. Comment je fais les pairings? J'ai les grands ballons que vous avez vus. J'ai un patient qui est à la recherche de sensations au niveau vestibulaire. Je peux l'utiliser dans un premier temps pour créer un lien. Je peux utiliser ça pour maintenir les liens, retravailler avec mon patient. Dans ces situations de pré-crise, le même ballon, on a parlé tout à l'heure avec Alison. Alison apprécie pas forcément les contacts physiques. Mon patient, il a besoin, on peut à un moment de coupure. Si je m'approche au niveau physique, ça peut aggraver l'escalade, on va dire, au niveau du comportement. Donc, utiliser les ballons, c'est une manière, je reste en contact avec mon patient, je suis là, je les rassure, mais j'arrive à désamorcer peut-être la manifestation d'une pré-crise avant que ça arrive à une crise. Et bien évidemment, quand il y a une crise, un gros ballon, c'est toujours très, très pratique pour protéger les parties principales du corps. Donc, juste pour vous donner un peu des exemples. Avec les exemples de fauteuils qu'on peut utiliser aussi à l'UJDATU, on peut la même logique. Vous voyez, les fauteuils que nous, on a dans l'environnement, l'idée, c'est protection. J'ai un patient qui aime bien se balancer. Il peut se mettre en danger s'il fait ça contre les murs. Je lui aborde un fauteuil. Il peut le faire d'une manière protégée. Ça peut être un objet ludique. Pas les fauteuils Lalou, l'autre fauteuil. Vous voyez, on peut l'utiliser aussi pour faire des balancements. Donc, moi, je crée un lien, je maintiens les liens, etc., etc. Mais aussi, par rapport aussi des indications, enfin, au niveau postural pour les patients, ça peut aider aussi les patients qui ont besoin d'un appui au niveau de leur bassin, du dos, etc. Juste pour vous dire, de manière concrète et pratico-pratique, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on essaye, nous, de travailler sur tous ces aspects protection, équipement, architecture, mais aussi juste les objets qu'on met dans l'environnement pour essayer d'assurer la création et après le maintien du lien avec des patients qui vraiment, en tout cas au début d'hospitalisation, vont très très mal et c'est quelque chose, on continue à travailler et on essaye de s'améliorer. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Merci beaucoup. On espère d'avoir répondu un peu à vos attentes et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt.